Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Vidéo dernière minute. On est parti, attachez bien vos ceintures, ok. Comme tous les 4 ans, le monde a les yeux rivés sur cette société à irresponsabilité illimitée qu'on appelle plus communément les États-Unis. Ouais, ce pays technologiquement avancé, mais mentalement arriéré, doit élire son président de la République. Bah ouais, canasson, y a pas que la France qui est une république. Et au passage, démocratie et république ne marchent pas toujours ensemble main dans la main, demande aux Nord-Coréens. Et vu que les ricains nous tiennent par les cheveux, par les couilles et par les ovaires, le vainqueur de cette pantalonnade sera proclamé, par la même occasion, chef du monde libre. Au-delà de ce mauvais poisson d'avril, qualifier l'Occident, et a fortiori les États-Unis, de monde libre, c'est plutôt cocasse. Bref, après avoir élu un attardé en 2000, un Michael Jackson inversé, blanc intérieur, noir à l'extérieur, en 2008, un fils à papa mégalomane en 2016 et un apparatchik semi-sénile en 2020, les citoyens américains, beaucoup plus préoccupés par les pérégrinations des Kardashians, la NFL, Taylor Swift, la NASCAR, Drake ou encore la NBA, sont appelés aux urnes pour choisir entre une vice-présidente aux compétences et aux origines plus que douteuses et le retour du fils à papa mégalomane en mode no limit. La campagne tourne à plein pot, ça envoie du lourd sur les réseaux sociaux, les meetings se multiplient et les médias relayent la moindre info tout en livrant des sondages par containers entiers. En gros, le budget communication crève le plafond. Tellement de choses à dire les gars, tellement de choses à dire sur les politicards. Leur filouterie, leur veulerie, leur ignorance crasse ou encore leur opportunisme patenté. Mais aujourd'hui, j'aborderai un outil essentiel pour eux. La communication. Car si en France une campagne présidentielle coûte des millions d'euros, à titre d'exemple, la campagne de 2022 d'Emmanuel Macron aurait coûté 16,5 millions d'euros, ce qui est déjà scandaleux au vu des résultats, mais bien moins coûteux que celle de Jacques Chirac en 1995 qui aurait coûté 119,9 millions de francs, soit 28,5 millions d'euros, en tenant compte de l'inflation bien évidemment. Et c'est depuis ce délire qu'a été mis en place un plafond des dépenses de campagne fixé à 23 millions d'euros. Côté Oncle Sam, il n'y a plus de limite depuis 2005. En gros, c'est la blague. En 2024, le coût cumulé des dépenses des candidats est estimé à 14 milliards de dollars, alors que côté français, le total s'élevait à 77,9 millions d'euros pour 2022. À titre d'exemple, la vice-présidente aux origines et aux compétences plus que douteuses a prévu de dépenser 374 millions de dollars juste pour sa campagne publicitaire numérique. Combien ? Bah ouais les amis, il serait naïf de croire que les électeurs vont se contenter de lire votre programme et de prendre le temps d'écouter sagement vos arguments doctement énoncés. À notre belle époque consumériste et superficielle, nul ne peut nier le rôle central de la communication dans l'espace public et encore plus celui de la communication politique dans nos chères démocraties de masse libérales et représentatives. Loin de biaiser le débat démocratique, la communication politique constitue l'une des conditions propres au fonctionnement de l'espace public contemporain. Ok, si vous ne croyez pas, lisez Le Prince de Machiavel, sinon je peux rien pour vous. Et dans chaque stratégie de communication, le marketing politique occupe une place de choix. Comme d'hab, on va définir les termes. Alors, c'est quoi le marketing politique ? D'aucuns me diraient que c'est comme un Africain ponctuel ou une féministe ouverte à l'autocritique. Un oxymore. Non. En fait, le marketing politique est l'une des formes de la communication politique visant à promouvoir un projet, une personnalité, une cause politique basée sur le modèle des techniques de marketing commercial. Cela nécessite l'utilisation de campagnes publicitaires dans différents médias, la distribution de tracts, le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que le porte-à-porte. Cela s'inscrit à l'opposé des formes historiques de la communication politique, en l'occurrence les discours et débats publics, les meetings, la mise en place d'affiches ou de statuts. J'en vois déjà certains venir me dire que c'est de la faute aux ricains avec Roosevelt, Eisenhower, puis Kennedy qui ont révolutionné la communication avec leurs causeries au coin du feu ou l'utilisation de publicitaires et autres cabinets de com. Dédicace à la série Mad Men, regardez-la. Et aussi, grosse dédicace à Édouard Bernays au passage. Espèce d'enfoiré. Alias le père fondateur de la propagande politique et industrielle ainsi que des relations publiques, qui est un terme plutôt cool et plutôt vague pour désigner la propagande. D'autres imputeront ça aux soviétiques et à leur monomanie pour les symboles de puissance comme les défilés militaires, les drapeaux, les portraits géants et autres statues. Et enfin, les derniers accuseront les adeptes du moustachu autrichien grâce à la propagande sournoise de ce fifrelin de Joseph Goebbels qui a tout pompé sur Bernays au passage, et au génie esthétique des films de la réalisatrice Leni Riefenstahl. Eh ben non, parce que Cocorico, c'est encore nous les initiateurs. Et c'est à l'occasion d'un événement vachement important pour l'histoire de ce pays, en l'occurrence, la Révolution de 1789. Encore ? Ok, désolé ça vous fait chier. Car, à l'issue du mariage de Louis XVI avec une guillotine, les tenants des régimes successifs eurent l'obligation de prouver leur légitimité face à une royauté ancestrale.
Pour ce faire, conquérir l'opinion publique constituait l'un des facteurs clés de leur action politique. D'autant que cette légitimité passait désormais par l'élection au suffrage et la représentation parlementaire, et non plus par l'hérédité et le lignage. Tout cela afin de créer une iconographie qui s'ancrerait petit à petit dans les esprits. Exemple, Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard à cheval. Ou encore Charles de Gaulle avec ses émissions sur la BBC lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça vous parle ? Voilà, c'est ça le but. Mais 2 personnes finirent par changer la donne en France. D'abord, Jean Le Canuet qui fut le premier candidat à la présidentielle à se déclarer candidat à la télé. Ok, soyez pas étonnés, on parle des années 60 là. C'était révolutionnaire pour les gens de cette époque. Un peu comme la télé-réalité pour les gens de ma génération. Bref, le mec était décrit comme le Kennedy français. Encore un. Bref. L'autre, vous devez sûrement le connaître. C'était Jean-Pierre Raffarin. Car avant de se lancer en politique, ce dernier fut cadre chez Bernard Krief Communication dans les années 80. C'était une boîte pionnière dans le marketing en France, mais aussi du conseil en communication politique, essentiellement auprès des élus de droite. Et c'est comme ça que des méthodes déjà appliquées de longue date outre-Atlantique finirent par débarquer au pays du camembert et du pinard. Dans un régime démocratique classique, on assiste à différents échanges contradictoires entre les politiciens, les journalistes et l'opinion publique sans grande distinction. Ce qui a changé la donne avec le marketing politique, c'est le recours notamment à des techniques de ciblage électoral, à une communication proche de la publicité, à l'utilisation sans vergogne de méthodes de persuasion ou à une rhétorique recourant à l'affect destinée à faire basculer les débats et influencer les électeurs. Étant avant tout une stratégie de conquête électorale, le marketing politique se matérialise avant tout à travers des thèmes de campagne abordant des sujets intéressant les électeurs. Enfin, dont des sondages déjà prédéterminés pensent qu'il s'agit de sujets intéressant les électeurs. D'où le fait que, vous voyez la vice-présidente aux origines et aux compétences plus que douteuses, elle essaie désespérément de convaincre l'électorat masculin, notamment noir et latino, que s'ils votent pas pour elle, c'est parce qu'ils sont misogynes. Alors que quasiment toute sa campagne a été axée sur le droit des femmes. Si vous me croyez pas, regardez cette pub et vous comprendrez. I'm a man. I'm a man. I'm a man. And I'm man enough. I'm man enough to enjoy a barrel-proof bourbon. Neat. Man enough to cook my steak rare. Man enough to deadlift 500, then braid the out of my daughter's hair. You think I'm afraid to rebuild a carburetor? I eat carburetors for breakfast. I ain't afraid of bears. That's what bear hugs are for. I'll tell you another thing I sure as shit am not afraid of. Women. I'm not afraid of women. I'm not afraid of women. They want to control their bodies? I say go for it. They want to use IVF to start a family? I'm not afraid of families. They want to be childless cat ladies? Have all the cats you want. Woman wants to be president? Well, I hope she has the guts to look me right in the eye and accept my full-throated endorsement. Because I'm man enough to support women. Man enough to know what kind of donuts I like. Man enough to admit I'm lost, even when I refuse to ask for directions. Man enough to not ban young women from reading Little Women. Or one of those pants books that the sisters like. I'm man enough to raw dog a flight. It sucked. Not worth it. I'm man enough to be emotional in front of my wife. In front of my kids. In front of my horse. I'm man enough to tell you that I cry at Love Actually. Good Will Hunting. West Side Story. That and Predator. And I'm sick of so-called men domineering, belittling, and controlling women just so they can feel more powerful. That's not how my mama raised me. I love women. I love women who support their families. Women who decide not to have families. Women who take charge. And I'm man enough to help them win. Que dire ? Je suis pas fan d'Andrew Tate et des autres mascus suintant la testostérone, mais ceci constitue un excellent argument pour ne pas aller voter pour elle. Emballage masculin, contenu féminin. Et de l'autre côté, vous avez le fils à papa, peut-être pas milliardaire, mais toujours aussi mégalomane, qui va à fond les ballons côté insécurité et immigration illégale, en prétextant que certains de ces gens-là mangent même des chats, comme en Tunisie. Mais merde, c'est quoi leur problème avec les chats, putain ? Bon, mangez des chiens ! Moi, j'aime pas les chiens, mangez-les ! Mais moi, je t'aime, ma petite rapière. Non, je te passerai jamais à la casserole. Jamais. Les programmes sont souvent stéréotypés et les discours répétés de manière robotique, avec des EDL. Vous savez, les éléments de langage. Ce sont des mots ou des phrases clés inlassablement répétées et destinées à s'imprimer dans l'inconscient collectif et individuel. Exemple, si je vais bien, c'est Juvamine. Si tu l'as dit en même temps que moi, c'est que t'es tombé dans le panneau. Bon, ces deux pantins désarticulés sont juste l'épitomée de ce qui se faisait déjà depuis un moment. Prenez le discours de Churchill, sur le sang, le labeur, les larmes et la sueur. Il l'a pompé, sur une phrase de Garibaldi, mais le but était de vendre la guerre contre les fans de Hugo Boss.
là où beaucoup de membres de l'élite anglaise voulaient collaborer avec le moustachu autrichien. Et si on s'en rappelle, c'est que ça a marqué les esprits, ce qui était le but originel. En gros, la démocratie implique généralement une certaine démagogie pour s'adresser aux passions des électeurs / citoyens. Et rien de mieux que le marketing pour optimiser ses chances de succès électoral, tant que les ficelles ne sont pas visibles. Or, on est entré dans une phase où cela devient autant visible que gênant. Car le principe du marketing politique, c'est de jouer davantage sur des aspects émotionnels, affectifs et subjectifs que sur des programmes précis et des points techniques afin de conquérir une majorité du corps électoral et aussi, par la même occasion, le pouvoir. Pour ceux qui l'ignorent, en politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Regardez ma vidéo sur le réel versus la réalité pour plus d'informations. Voilà, allez-y, regardez-la. Et nos chers politicards, à défaut d'inspirer de l'héroïsme, du courage, du dépassement de soi, de la bravoure, ont préféré opter pour la manipulation par la peur et l'anxiété. Et malheureusement, comme toute manipulation, cela a ses limites, qui se matérialisent souvent à travers ce qui se trouve dans le portefeuille et le frigo des gens. T'auras beau vivre dans la peur que des méchants fachos viennent te retirer le droit d'avaler des pilules du lendemain comme on ingurgite des Smarties, ou que des hordes sans fin de bronzés traversent la frontière pour boulotter ton chat ou s'attaquer à la chatte à ta fille, si c'est la hesse dans ton compte bancaire, ton portefeuille et ton frigidaire, va falloir revoir tes priorités, je pense. Mais le temps d'une élection, il y a moyen de faire un braquage. Et si on trouve un épouvantail rouge, brun ou venu d'ailleurs, histoire d'assurer sa rente, c'est le jackpot. Et c'est à partir de là que s'enclenche une mécanique folle et furieuse entre les promesses électorales, les décisions concrètes et les futures échéances électorales. Ce qui amène certains à renoncer faute de promesses non tenues, ou de santé défaillante, d'autres à bidouiller les chiffres peu reluisants de leur bilan, et enfin d'autres à faire comme s'ils n'avaient jamais été au pouvoir durant le précédent mandat. C'est ce que j'appelle l'effet Big Mac. En somme, ce que tu ressens face au décalage entre ce qui est affiché sur ton écran, en somme ce qu'on te promet, et ce que tu retrouves sur ton plateau, en somme ce qu'on te donne. Et c'est pour ça que des candidats anti-système ont tellement de succès et finissent parfois par arriver au pouvoir, au détriment des prévisions et cris d'Orphée de la caste médiatique. Que ce soit Hugo Chavez, Lula Volume 1, Donald Trump, Rodrigo Duterte ou encore Nayib Bukele, ils symbolisent un gros doigt d'honneur qu'adresse une part conséquente de l'électorat à l'égard du système, qui inclut les intellectuels, la caste politique, le monde des médias et les milieux des affaires. En gros, les possédants et leurs affidés. Pour le cas de Macron et de Poutine, je mettrai un petit bémol. C'étaient des candidats qui ont été présentés comme anti-système, mais qui étaient en réalité montés de toutes pièces par les vrais tenants du système, car la mise en application du dit système était arrivée à bout de souffle, et il fallait bien anticiper l'émergence d'un éventuel candidat réellement anti-système. Car c'est souvent à ce moment-là que des têtes tombent, enfin, de leur côté. Pour résumer, le marketing politique est une forme douce de propagande s'exerçant comme une violence symbolique sur le citoyen, cherchant constamment à lui faire prendre l'image d'une réalité supposée pour l'expression même du réel. Et c'est justement cette confusion entre le réel et sa représentation médiatique qui conduit malheureusement à la déréalisation du rôle du citoyen et de ce fait à une dépolitisation de pans entiers de l'électorat. Que ce soit à travers une audience passive, réduisant l'électeur spectateur à un agent aisément manipulable, à travers des idées de démocratie participative où on prend soin de rejeter les propositions qui déplaisent aux mécènes, ou encore à travers des interviews enregistrées avec des questions prédéterminées et déjà envoyées à l'avance, ça fait franchement pas rêver. Et on commence de plus en plus à voir du monde du côté des mécontents, des factieux, des réfractaires et autres complotistes. Tout de même, vous noterez que les parallèles entre démocratie et consommation, entre marketing politique et marketing commercial, sont drôlement fréquents. Prenez des termes comme étude de marché, étude d'opinion, analyse concurrentielle, analyse de l'offre politique, marché, corps électoral, part de marché, part de voix, segmentation et ciblage marketing, segmentation et ciblage électoraux, marque, parti, produit, programme, prix, bulletin de vote, rapport qualité-prix, rapport promesse-vote, réseau de distribution et point de vente, réseau de partis et militants, achat, vote, slogan, slogan. La politique entre ici dans une nouvelle ère dans laquelle la définition du bien commun n'est plus du seul ressort des gouvernants et doit désormais composer avec le consumérisme politique. Donc, que ce soit la vice-présidente aux compétences et aux origines plus que douteuses, ou le fils à papa, pas forcément milliardaire mais toujours autant mégalomane,
ça changera pas grand-chose pour le Pékin moyen américain, ou ce sera pire, je suppose. Quoi qu'il en soit, les dirigeants, enfin les vrais dirigeants de ce pays, pourront encore dormir tranquilles pendant 4 années supplémentaires. Et pour conclure, je citerai Bernard Krief en personne. Vous savez, le parrain du marketing politique en France. Traiter le citoyen en consommateur peut avoir des effets très négatifs. Il peut le ressentir comme un mépris pour son jugement. La contrepartie est qu'il méprisera à son tour l'homme politique qui usera d'outils inadéquats. Je vous remercie pour votre temps et votre attention et à très bientôt. Au revoir.